La progression du convoi présidentiel s'est brusquement arrêtée devant une lourde porte de fer dressée au milieu de la savane. À cet instant précis, une route publique vitale pour l'agriculture, les ambulances et les villages environnants se retrouva subordonnée à la volonté d'un seul homme, révélant une collision frontale entre richesse privée et intérêt collectif. Que vaut réellement l'autorité de l'État lorsque quelqu'un ose affirmer que l'argent et non la loi décide de qui peut passer et jusqu'où Ibrahim Traoré est prêt à aller pour contester cette logique devant tout le pays? Ce face-à-face, en apparence local et banal, allait rapidement dépasser ce portail pour devenir un signal observé bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Cette scène ne vaut pas seulement pour sa tension immédiate, mais pour ce qu'elle promet de dévoiler sur un système plus large et rarement interrogé publiquement. Derrière une porte fermée, ce sont des années de pratiques normalisées qui apparaissent, où contrats, enchères et investissements ont progressivement déplacé la frontière entre ce qui est légal et ce qui est légitime. L'enjeu est simple à formuler mais lourd de conséquences. Comprendre comment une accumulation de décisions administratives, financières et politiques a permis qu'un axe public essentiel soit traité comme un privilège privé. En suivant cet épisode, le spectateur peut saisir en quoi une confrontation ponctuelle éclaire des mécanismes structurels qui dépassent un individu ou un domaine clôturé. L'intérêt de cette histoire réside aussi dans ses répercussions concrètes, car ce type de conflit affecte directement la circulation des biens, l'accès aux services et la confiance collective dans les institutions. Observer la manière dont Ibrahim Traoré choisit de répondre permet d'évaluer ce qui change réellement lorsque l'autorité décide de s'exercer sans détour. Ce récit promet donc plus qu'un affrontement. Il offre une lecture des rapports de force qui façonnent donc le développement, l'investissement et la justice au quotidien. En moins de 48 heures, trois investisseurs internationaux ont exigé des audits indépendants sur des projets liés à cette propriété, un chiffre qui a surpris même des observateurs aguerris. Cette réaction rapide n'était pas due à la porte elle-même, mais à ce qu'elle symbolisait, un point de rupture visible entre des accords passés dans l'ombre et leur exposition soudaine au regard public sous l'autorité d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre pourquoi cet épisode a produit un tel écho, il faut revenir au contexte dans lequel ces terres ont été acquises et transformées. Durant les années précédentes, des parcelles publiques ont été mises aux enchères dans un climat administratif fragile, où la traçabilité des décisions restait limitée et les contre-pouvoirs faibles. Officiellement, les procédures respectaient les cadres existants. Dans la pratique, elle favorisait des acteurs capables de mobiliser capital, réseau et expertise juridique pour contourner l'esprit de la loi sans en violer immédiatement la lettre. La route bloquée traversait une zone stratégique reliant des régions agricoles clés au centre du pays. Elle était empruntée quotidiennement par des camions de denrées, des familles et des services d'urgence. Son existence précédait largement les projets immobiliers récents, mais son statut avait été progressivement dilué par des décisions successives, chacune paraissant mineure prise isolément. Lorsque le convoi présidentiel s'est retrouvé face au portail fermé, ce n'était donc pas un incident improvisé. C'était la manifestation concrète d'un déséquilibre ancien, rendu visible par la présence d'Ibrahim Traoré sur le terrain plutôt que dans un bureau. Cette visibilité a déplacé l'affaire d'un registre technique vers un registre politique et symbolique. À partir de ce moment, la question n'était plus seulement de savoir qui possédait les bons documents, mais qui assumait la responsabilité des conséquences humaines, économiques et sociales de ces choix accumulés. Cette mini-révélation pose alors une interrogation centrale. Combien d'autres décisions similaires restent invisibles tant qu'elles ne rencontrent pas une limite aussi directe?
À ce stade, l'attention se déplace du portail vers les personnes directement affectées par son existence. Pour les habitants des villages voisins, cette route n'était pas une abstraction administrative, mais un passage quotidien, intégré à des routines simples comme vendre une récolte, rejoindre un marché ou accéder à des soins. Depuis la fermeture progressive de l'axe, ces gestes ordinaires avaient été rallongés, compliqués, parfois abandonnés, sans qu'aucune annonce officielle ne vienne en expliquer clairement les raisons. Les chauffeurs de camions agricoles décrivaient des détours imprévisibles dépendant de la saison et de l'état des pistes secondaires. En période de pluie, certaines zones devenaient impraticables, augmentant les pertes de marchandises et les coûts de transport. Pour eux, la porte n'était pas un symbole idéologique, mais un facteur concret de fragilité économique. Du côté des autorités locales, la situation était traitée comme un dossier parmi d'autres, noyé dans des échanges de courriers et de compétences partagées. Chacun reconnaissait l'existence d'un problème, mais peu semblait en mesure ou disposé à en assumer la résolution directe. Ce flou administratif entretenait une forme de résignation silencieuse. C'est dans ce contexte que l'intervention d'Ibrahim Traoré a produit un effet immédiat, non par un discours, mais par sa simple présence sur le terrain. En descendant de son véhicule, il a déplacé l'équilibre habituel entre distance institutionnelle et réalité vécue. Les témoins ont compris que la scène ne se jouerait pas uniquement sur le plan des procédures, mais aussi sur celui de la responsabilité politique assumée. Ce moment marque un basculement clair. Une infrastructure ignorée devient un point focal et des expériences dispersées se trouvent soudain reliées par une décision visible. La question qui demeure est alors simple et directe. Cet impact ponctuel peut-il réellement se transformer en changement durable? L'enchaînement des faits commence par un déclencheur simple, l'arrêt forcé du convoi présidentiel devant un portail présenté comme infranchissable. En quelques minutes, une discussion formelle s'engage entre l'escorte et la sécurité privée, puis l'information remonte jusqu'au véhicule central. À cet instant, ce qui aurait pu rester un échange technique bascule vers une décision politique assumée par Ibrahim Traoré. La montée de la tension est progressive mais lisible. Le propriétaire du domaine arrive avec l'assurance de quelqu'un habitué à ne pas être contredit, exposant calmement contrats, investissements et justificatifs administratifs. Chaque argument repose sur une logique déjà éprouvée. La légalité formelle prime sur l'usage collectif et l'argent investi confère un droit de contrôle. Face à lui, le ton reste mesuré, presque minimal, mais les questions posées déplacent le centre de gravité de la discussion vers les effets concrets des décisions prises. Le point de bascule survient lorsque la route n'est plus décrite comme une ligne sur un plan cadastral, mais comme un axe vital pour la circulation des personnes et des biens. Les échanges cessent alors d'être symétriques. Les délais, les détours imposés et les engagements non tenus sont mis en relation directe avec des conséquences mesurables pour les communautés environnantes. À ce stade, l'affrontement n'oppose plus deux interprétations juridiques, mais deux visions incompatibles de la responsabilité. La phase de climax se cristallise autour d'un ultimatum clair, formulé sans emphase. L'ouverture volontaire du portail devient une option parmi d'autres, mais plus la seule issue envisagée. Cette clarté rompt avec des années de négociations implicites où chaque partie comptait sur l'usure du temps et la complexité administrative pour préserver ses intérêts. Le silence qui s'installe alors est révélateur. Les réseaux invoqués, les soutiens supposés et les menaces indirectes perdent soudain de leur efficacité immédiate. La décision finale, matérialisée par l'ouverture du passage, produit une onde de choc qui dépasse largement la scène initiale.
Le convoi reprend sa route, mais l'événement commence à circuler sous forme de récits, d'images et de témoignages. En quelques heures, l'épisode est commenté, interprété et amplifié, chacun y projetant ses propres lectures du pouvoir et de ses limites. Les répercussions suivent rapidement. Des partenaires financiers demandent comme des clarifications, des administrations réexaminent des dossiers en suspens et des acteurs jusque-là discrets cherchent à se repositionner. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence n'est pas présentée comme une victoire personnelle, mais comme une démonstration de méthode, rendre visibles les choix et accepter leurs conséquences. The fil d'événements pose alors une question centrale pour la suite. Un acte ponctuel, aussi symbolique soit-il, peut-il suffire à modifier durablement des pratiques enracinées depuis des années, ou n'est-il qu'un précédent fragile dans un système prêt à se reconfigurer? Avant cette confrontation, les contrats liés au domaine affichaient un cadre présenté comme conforme avec des investissements annoncés à hauteur de 45 millions de dollars, sans remise en cause publique majeure. Après l'intervention d'Ibrahim Traoré, ces mêmes engagements ont été requalifiés comme objet d'audit et de procédure de récupération. Cette bascule illustre le passage d'une acceptation administrative tacite vers une relecture active des chiffres et de leurs implications réelles. Le premier indicateur concerne les flux financiers déclarés autour du projet immobilier. Les documents mis en avant évoquaient des montages complexes répartis entre développement résidentiel, services financiers et produits d'assurance. Pris isolément, chaque segment semblait rentable et juridiquement cadré. Mis bout à bout, ils révélèrent cependant une concentration de bénéfices disproportionnée par rapport aux retombées locales effectives. Ce décalage entre valeur affichée et utilité collective constitue un signal d'alerte récurrent dans les analyses économiques du pays. Un second élément chiffré a attiré l'attention des autorités après l'ouverture de la route. Les investigations ont mis en évidence un montant estimé à 243 millions de dollars de fonds publics potentiellement détournés sur plusieurs années via des contrats frauduleux et des mécanismes assimilables à des schémas de capitalisation trompeurs. Cette estimation, encore soumise à vérification judiciaire, a suffi à déclencher des audits coordonnés dans plusieurs juridictions africaines. Elle a aussi replacé l'épisode du portail dans une perspective beaucoup plus large que celle d'un simple conflit foncier. Le troisième indicateur concerne l'impact direct sur les usagers. Le détournement imposé par l'itinéraire alternatif allongeait certains trajets de près de 40 minutes, une durée qui, cumulée quotidiennement, se traduisait par des pertes économiques et sociales mesurables. Pour les agriculteurs, ce temps supplémentaire affectait la fraîcheur des produits et les marges de vente. Pour les services d'urgence, il introduisait un risque supplémentaire dans des situations où chaque minute compte. Ces chiffres, pris ensemble, ne constituent pas une preuve définitive de culpabilité, mais un faisceau d'indices cohérents. Ils montrent comment des décisions financières et juridiques apparemment abstraites se traduisent en effets tangibles pour l'État et les citoyens. En les rendant publics, Ibrahim Traoré a déplacé le débat d'un registre narratif vers un terrain vérifiable, où les discours doivent donc s'aligner sur des données observables. Cette approche pose néanmoins une limite claire. Les nombres éclairent, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à transformer des pratiques enracinées. Ils ouvrent un espace de contestation et de contrôle, sans garantir l'issue des procédures ni la rapidité des réparations. La question qui se pose désormais est la suivante. Ces éléments chiffrés serviront-ils de fondation à une réforme durable ou resteront-ils un instant de transparence isolé dans un système prompt à absorber les chocs? Les défenseurs du modèle incarné par le propriétaire du domaine avancent comme d'abord un argument central.
L'investissement privé, surtout à grande échelle, serait indispensable d'abord au développement économique d'un pays aux ressources limitées. Selon cette lecture, la construction de résidences haut de gamme, de services financiers et d'infrastructures énergétiques attirerait des capitaux étrangers, créerait des emplois et renforcerait l'image de stabilité nécessaire pour rassurer les marchés. Dans ce cadre, la fermeture d'une route publique serait présentée comme un compromis technique regrettable, mais nécessaire pour protéger la valeur des actifs engagés. Un second argument repose sur la légalité formelle. Les contrats auraient été signés, les permis délivrés et les procédures respectées selon les règles en vigueur au moment des faits. Intervenir a posteriori serait alors perçu comme une remise en cause de la sécurité juridique, susceptible de décourager d'autres investisseurs et d'exposer l'État à des contentieux longs et coûteux. Pour les partisans de cette position, la stabilité des règles primerait sur la réévaluation morale ou sociale des décisions passées. Ces deux arguments méritent bien d'être pris au sérieux car ils structurent une grande partie des débats sur le développement et l'attractivité économique. Cependant, la réponse apportée par Ibrahim Traoré s'appuie sur une distinction précise entre conformité procédurale et responsabilité publique. La création d'emplois, lorsqu'elle s'accompagne de déplacements forcés, de dettes abusives ou d'obstacles à des services essentiels, perd une partie de sa légitimité sociale. De même, la légalité invoquée ne peut être isolée de son contexte. Lorsque des audits révèlent que des procédures ont été obtenues grâce à des réseaux de corruption ou à des enchères biaisées, la sécurité juridique devient un écran plutôt qu'une garantie. Dans ce cas, la stabilité des règles protège surtout ceux qui ont appris à les exploiter. La confrontation ne porte donc pas sur le rejet de l'investissement en tant que tel, mais sur ses conditions et ses effets. Ibrahim Traoré ne nie pas le rôle du capital privé, il en redéfinit les limites en le replaçant sous l'autorité de l'intérêt général. Cette position, contestée par certains acteurs économiques, trouve néanmoins un écho auprès de populations pour lesquelles les bénéfices promis n'ont jamais compensé les coûts subis. La question demeure alors ouverte. Un État peut-il corriger ces déséquilibres sans rompre la confiance des investisseurs ou faut-il accepter une phase de tension pour rétablir une forme de justice économique plus crédible? Derrière l'ouverture du portail, un déplacement plus profond s'opérait, moins visible mais décisif. La transformation d'un conflit administratif en précédent politique assumé par Ibrahim Traoré. Jusqu'alors, les litiges fonciers et contractuels restaient les confinés aux tribunaux, aux commissions techniques ou à des négociations discrètes. Cette fois, la décision s'est produite à ciel ouvert sous le regard des citoyens et des médias. Ce changement de scène a modifié la nature même du rapport de force. En agissant publiquement, l'autorité n'a pas seulement contesté un propriétaire, elle a signalé que certaines pratiques, bien que routinisées, pouvaient désormais être exposées et discutées collectivement. Ce qui était toléré par inertie administrative devenait soudain sujet à arbitrage politique. La révélation centrale tient donc moins à l'illégalité d'un acte précis qu'à la fin d'une zone grise. En rendant visibles les enchaînements entre décisions passées, intérêts privés et conséquences sociales, Ibrahim Traoré a réduit l'espace où ces mécanismes pouvaient se dissimuler derrière la complexité technique. Cette approche a aussi déplacé les attentes. Les citoyens n'observaient plus seulement l'issue d'un conflit ponctuel, mais la possibilité d'un changement de méthode. Intervenir avant que les dommages deviennent irréversibles et assumer publiquement les choix effectués. À partir de ce point médian, l'histoire cesse d'être celle d'un portail ouvert ou fermé.
Elle devient un test plus large sur la capacité de l'État à transformer un geste symbolique en levier durable. La question suivante s'impose alors naturellement. Quelles conséquences concrètes ce basculement entraîne-t-il pour les différents acteurs concernés? Les effets de cette décision se manifestent d'abord au niveau de l'État, où l'ouverture de la route a servi de déclencheur administratif. Des ministères jusque-là prudents ont été contraints de réexaminer des dossiers anciens, non par initiative interne, mais sous la pression d'une exposition publique accrue. Pour l'appareil étatique, l'épisode a révélé une double réalité. La capacité d'agir existe, mais elle reste souvent conditionnée à une impulsion politique claire. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette impulsion a transformé un cas local en signal adressé à l'ensemble des administrations. Pour les entreprises opérant légalement, la réaction a été plus ambivalente. Certaines ont vu dans cet événement une source d'incertitude, craignant une relecture rétroactive de contrats conclus sous des cadres précédents. D'autres y ont perçu une clarification bienvenue, estimant qu'un environnement où les règles sont appliquées de manière visible et cohérente réduit à terme les distorsions de concurrence. La conséquence immédiate a été une demande accrue de transparence tant dans les appels d'offres que dans les partenariats publics-privés. Du côté des citoyens, les retombées ont été les plus tangibles. La réouverture de l'axe a raccourci les trajets quotidiens, amélioré l'accès au marché et réduit la dépendance à des itinéraires aléatoires. Au-delà de ces gains pratiques, un effet moins mesurable mais tout aussi important s'est installé: le sentiment que certaines décisions peuvent être contestées et corrigées. Cette perception modifie la relation entre population et institution en réintroduisant l'idée que l'autorité publique peut agir dans l'intérêt commun lorsque la situation l'exige. À l'échelle régionale, l'épisode a été observé avec attention par des gouvernements et des acteurs économiques confrontés à des problématiques similaires. La question n'était pas tant la spécificité du cas que sa mise en scène, une confrontation directe, assumée, sans médiation prolongée. Pour certains voisins, cela a renforcé l'image d'un leadership prêt à rompre, avec des compromis implicites. Pour d'autres, cela a soulevé des interrogations sur les effets à moyen terme sur l'attractivité économique. Ces conséquences, bien que distinctes selon les groupes, convergent vers un même point. La décision a redéfini les attentes. Elle n'a pas résolu l'ensemble des déséquilibres structurels, mais elle a modifié le cadre dans lequel ils sont désormais discutés. En ce sens, l'action d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un révélateur plutôt que comme une conclusion. La question qui se pose maintenant est celle de la continuité. Ces effets resteront-ils limités à ce cas précis ou ouvriront-ils la voie à une transformation plus large des pratiques et des rapports de force au Burkina Faso et au-delà? À moyen terme, l'évolution de cette situation peut être envisagée selon trois scénarios distincts, chacun reposant sur des choix politiques, institutionnels et économiques encore ouverts. Le premier, souvent considéré comme le scénario de base, verrait une poursuite mesurée des audits et des révisions contractuelles engagées après l'ouverture de la route. Dans cette configuration, l'État consoliderait progressivement ses procédures de contrôle sans bouleverser l'ensemble du cadre existant. Les effets seraient réels mais limités, marqués par une normalisation administrative plus que par une rupture structurelle sous la continuité de la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Le scénario optimiste repose sur une dynamique plus ambitieuse. Les enquêtes en cours déboucheraient sur des décisions judiciaires claires, accompagnées de réformes ciblées dans la gestion foncière, les appels d'offres et les partenariats publics-privés. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité institutionnelle et offrirait un signal lisible et crucial aux investisseurs cherchant un environnement plus transparent.
Dans ce cas, la confrontation initiale servirait de point de départ à une reconfiguration durable, où la clarté des règles réduirait les pratiques opportunistes au profit d'une concurrence plus équitable. Le scénario le plus défavorable envisage, au contraire, une réaction défensive du système. Les procédures pourraient s'enliser, les recours juridiques se multiplier et les pressions extérieures ralentir l'application des décisions. L'épisode de la route resterait alors un symbole isolé, invoqué dans les discours mais peu suivi d'effets concrets. Une telle issue risquerait d'éroder la confiance née de l'événement initial, en donnant l'impression que la fermeté affichée ne peut être maintenue face à des intérêts structurés et persistants. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les acteurs concernés. Le facteur déterminant réside moins dans l'événement fondateur que dans la capacité à institutionnaliser les principes qu'il a mis en lumière. La question centrale devient alors conditionnelle. Si les mécanismes de contrôle sont renforcés et rendus prévisibles, la tension initiale peut se transformer en stabilité accrue. Si ce n'est pas le cas, elle risque de n'être qu'un épisode marquant sans lendemain. Pour un spectateur extérieur, cette histoire peut sembler lointaine, ancrée dans un contexte politique et géographique spécifique. Pourtant, les mécanismes qu'elle met en lumière dépassent largement le cadre du Burkina Faso. Beaucoup reconnaissent que des situations similaires, où des décisions prises hors de leur portée quotidienne influencent parmi pourtant l'accès aux services, au travail ou à la mobilité. La route bloquée devient alors une métaphore compréhensible, traduisant une expérience partagée de dépossession ou d'impuissance face à des systèmes complexes. Pour les entrepreneurs et les professionnels, l'épisode soulève une interrogation plus directe. Il interroge la frontière entre initiative privée et responsabilité collective, rappelant que la recherche de rentabilité s'inscrit toujours dans un environnement social et institutionnel. La posture adoptée par Ibrahim Traoré invite à réfléchir à la manière dont les règles sont appliquées et à ce qui se produit lorsque leur respect devient sélectif. Cette réflexion ne condamne pas l'investissement, mais en questionne les conditions d'acceptabilité à long terme. Du point de vue des citoyens, la séquence offre à mon avis un rare moment de visibilité sur des processus habituellement opaques. Voir une décision publique prise sur le terrain sans détour rhétorique modifie la perception du pouvoir. Même sans adhésion totale à la méthode, cette visibilité crée une attente nouvelle, celle d'une cohérence entre discours officiels et actes observables. Enfin, pour ceux qui s'intéressent aux dynamiques internationales, l'événement agit comme un cas d'étude. Il illustre comment un choix local peut produire des échos régionaux, influencer des comportements d'acteurs économiques et redéfinir des narratifs dominants sur le développement. En ce sens, l'histoire n'impose pas une lecture unique, mais ouvre un espace de questionnement. Ce que chacun retient dépend de sa position, de ses intérêts et de son expérience. Mais un point commun émerge, la conscience que des décisions apparemment techniques peuvent, lorsqu'elles sont rendues visibles, devenir profondément politiques. À partir de cet épisode, plusieurs pistes d'action concrètes se dessinent, non comme des promesses abstraites, mais comme une séquence de responsabilités clairement distribuées. La première relève de l'État central qui doit transformer l'impulsion initiale en procédure durable. Cela implique de systématiser les audits engagés, de prioriser les dossiers à fort impact social et de rendre publics les critères utilisés pour décider des suites judiciaires ou administratives. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette étape conditionne la crédibilité de l'ensemble du processus. La deuxième piste concerne les administrations techniques. Leur rôle n'est plus seulement d'exécuter des décisions, mais de documenter les écarts entre cadres légaux et pratiques réelles.
En établissant des indicateurs simples, compréhensibles et suivis dans le temps, elles peuvent réduire la dépendance à des interventions exceptionnelles. La mesure régulière devient ici un outil de prévention plutôt qu'un instrument de sanction tardive. Un troisième niveau d'action implique les acteurs économiques eux-mêmes. Les entreprises opérant dans un environnement plus transparent sont incitées à clarifier leur montage, leurs engagements sociaux et leurs relations avec le secteur public. Cette clarification n'est pas imposée comme une contrainte morale, mais comme une condition de stabilité à moyen terme. Lorsque les règles sont lisibles, les stratégies d'évitement perdent une partie de leur attractivité. Enfin, la société civile joue un rôle complémentaire. L'accès à l'information, la capacité de relayer des situations concrètes et de maintenir une attention collective constituent un levier essentiel pour éviter le retour à l'invisibilité. L'épisode de la route montre que la vigilance publique peut accélérer des décisions longtemps différées. Ces pistes ne garantissent pas un résultat immédiat. Elles dessinent toutefois un chemin possible où un acte symbolique initial est prolongé par des mécanismes concrets. La question qui demeure est celle de la constance. Ces actions seront-elles poursuivies lorsque l'attention médiatique se déplacera vers d'autres enjeux? En revenant mentalement à l'image initiale, celle d'une porte dressée au milieu d'une route, le sens de l'épisode apparaît avec plus de netteté. Ce n'était pas seulement un obstacle physique, mais un condensé de pratiques accumulées, rendues acceptables par l'habitude et l'opacité. Une fois ouverte, cette porte a cessé d'être un objet matériel pour devenir un repère narratif rappelant ce qui se produit lorsque des décisions, longtemps invisibles, sont soudain exposées. Le symbole fonctionne précisément parce qu'il reste simple. Une route appartient à ceux qui l'empruntent, une barrière n'existe que parce qu'elle est tolérée. En s'y confrontant directement, Ibrahim Traoré n'a pas seulement résolu un litige ponctuel, il a rendu perceptible une frontière que beaucoup ressentaient sans pouvoir la nommer. Cette clarté explique pourquoi l'épisode continue de résonner au-delà de son contexte immédiat. Pour les témoins, l'image durable n'est pas celle d'un affrontement spectaculaire, mais celle d'un passage rétabli, d'un mouvement redevenu possible. Elle suggère que certaines structures, aussi solides qu'elles paraissent, reposent sur un équilibre fragile entre acceptation et contestation. La phrase qui s'impose alors comme un point d'ancrage est brève, presque évidente. Une route ouverte change plus qu'un trajet. Elle rappelle que le pouvoir, lorsqu'il s'exerce publiquement, peut redonner un sens concret à des notions souvent abstraites comme la justice ou la responsabilité. C'est sur cette impression, à la fois sobre et persistante, que le récit trouve sa respiration finale avant l'appel à la réflexion. En refermant ce récit, il ne s'agit pas d'imposer une conclusion définitive, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagé. L'épisode de cette route interroge la manière dont les sociétés arbitrent entre efficacité économique, justice sociale et légitimité politique. Il rappelle que ces arbitrages ne sont jamais purement techniques, même lorsqu'ils sont présentés comme tels. Ils traduisent toujours des choix, explicites ou implicites, sur ce qui doit être protégé et sur qui peut décider. L'histoire portée par Ibrahim Traoré invite ainsi à dépasser le cas particulier pour observer des dynamiques plus larges. Dans de nombreux contextes, des infrastructures, des ressources ou des services communs deviennent progressivement conditionnels, soumis à des intérêts capables de s'imposer par la complexité ou l'influence. La question n'est pas seulement de savoir si ces situations sont légales, mais si elles restent acceptables collectivement. Ce récit propose donc une interrogation ouverte plutôt qu'un verdict. À partir de quel moment une tolérance devient-elle une abdication? Et comment les citoyens, les institutions et les acteurs économiques
Peuvent-ils redéfinir ensemble les limites du pouvoir privé sur ce qui relève du bien commun? La réponse n'est pas unique ni immédiate, mais elle commence souvent par un regard attentif, une discussion informée et la volonté de ne plus considérer certaines portes fermées comme inévitables.